Bienvenue à Las Vegas, il est 21h44 heure locale. Bien le bonjour de Las Vegas, au microphone Bruno Guglielminetti. Très heureux de vous accueillir à ce rendez-vous annuel de l'édition spéciale de Mon Carnet en provenance du CES, le fameux Consumer Electronics Show. On va casser un peu la formule régulière cette semaine. On va retrouver Jérôme Colombin, avec qui j'ai arpenté une partie de l'exposition commerciale, mais sinon que des gens rencontrés sur les kiosques. Vous allez l'entendre, il y a des gens qui viennent de géants d'électronique, un en particulier, mais aussi, et ça c'est la grande majorité, des gens qui sont à démarrer des entreprises et espèrent beaucoup de leur participation au CES. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça par vos oreilles et on commence en retrouvant mon ami et collègue Jérôme Colombin. Le débrief transatlantique au CES de Las Vegas édition 2025. Bruno Guglielminetti. Jérôme Colombin. Salut Bruno, nous sommes pour une fois côte à côte en vrai, c'est pas de la visio. Et puis on est non seulement en audio dans ton podcast, ton carnet, et dans Monde Numérique, et même en vidéo sur nos chaînes YouTube respectives. Voilà. Je les invite pas nécessairement à courir voir, mais beaucoup plus à rester et nous écouter. Voilà, la vidéo, c'est juste pour mettre un peu de convivialité. Si vous nous regardez, salut, vous voyez, vous apercevez derrière nous un petit bout du CES, on s'est un peu caché comme ça. Non, mais faut être honnête, il faut dire que tu voulais absolument que je tienne dans mes mains le microphone de Mon Numérique. Bruno, tu as fait une erreur, tu as oublié ta bonnette Mon Carnet, donc nous avons des bonnettes de micro Monde Numérique. On aurait pu faire les deux, c'est du full Monde Numérique. Ah ouais. Bon, ce CES 2025, évidemment, on ne pouvait pas passer à côté. Et évidemment, on ne va parler que de ça. Ouais. On arpente les allées depuis plusieurs jours. Ouais. Et la question que je vais te poser, tu t'en doutes. IA ou pas IA? IA ou il n'y a pas IA. C'est partout. C'est la thématique majeure. Ah oui. Clairement, sous des formes très diverses. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais l'an dernier, on commençait à avoir de l'intelligence artificielle, mais on en parlait. Ouais. Mais cette année, systématiquement, dans presque tous les produits que j'ai vus, d'un certain format, là, l'IA est embarquée là-dedans. Elle est embarquée, mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis assez prudent. Il ne faudrait pas que ce soit l'IA pour l'IA. Et quelquefois, c'est un peu ça. Ah oui. Et c'est assez paradoxal parce que la thématique du salon et la volonté des organisateurs cette année, tu sais, c'est human-centric, ou user-centric, c'est-à-dire vraiment la tech, mais au service des utilisateurs. Et quelquefois, c'est pas ça. Mais c'est intéressant que tu dises ça parce que moi, je le sens pas au niveau du salon. Ouais. Mais je le sens au niveau des thématiques abordées dans les conférences. Okay. Et cette année, contrairement à d'autres éditions, je m'en suis tapé des conférences. Vas-y, qu'est-ce que tu as retenu alors? C'est ça, c'est que je trouve je pense que le meilleur exemple, c'est la conférence du grand patron de Delta Airlines cette semaine, qui nous présentait sa vision de l'aviation de demain, mais qui commence aujourd'hui, et où ils utilisent vraiment l'IA à fond. Et puis je te rassure, dans les avions, ça fait un moment que ça existe, là, mais pour s'assurer que... C'est pas de l'IA générative, rassure-moi, c'est pas celle qui hallucine. Hein. Oui, nous allons atterrir ici, mais il n'y a pas de piste. Oups. Hallucination. Non, la raison pour laquelle Delta Airlines veut utiliser l'IA, c'est pour améliorer l'expérience utilisateur. Et donc, maintenant, c'est de créer... D'ailleurs, ils parlent de leur concierge Delta ou le Delta Concierge. Et ça veut dire que ça te prend chez toi, avant que tu partes, là, pour vérifier si tu as tout ce que tu veux dans tes bagages. Et ça te rend jusqu'à destination. Et tout le long de ton cheminement, comme un idiot, ça s'adapte, en fait, à tes besoins, à ce que tu fais. Mais tu n'as plus besoin de réfléchir. Tu regardes ton téléphone et le Delta Concierge, et lui, en temps réel, te donne l'information que tu pourrais avoir besoin. Ouais, c'est intéressant. Et il apprend. Donc, si toi, tu es hyper parano et tu veux toujours savoir il te reste combien de temps avant d'arriver, c'est l'information qu'il va te donner en premier. Mais si pour toi, c'est d'avoir des bonnes adresses à ta destination, presque une fois que tu as les fesses assis dans ton siège, il va commencer à te proposer des idées d'endroits à aller quand tu vas arriver. Ouais. Alors, c'est vraiment bien fichu. Bon, OK. Moi, je ne suis pas très client de ça. L'appli de la compagnie aérienne qui te dit ce que tu dois visiter quand tu arrives à New York ou à Montréal. Franchement, si tu vas là-bas, tu y as déjà pensé un peu avant.
Ouais, t'attends pas c'est pas le truc principal, mais bon, je veux bien. Why not? Non, si tu veux. Mais de toute façon, c'est le principe d'un concierge dans un hôtel. Souvent, tu n'auras jamais affaire avec lui, mais quand tu en as besoin, il est là. Mais je pense que là où il y a du chemin à faire, et je sais pas si chez Delta ils en ont parlé, c'est dans le conversationnel. C'est-à-dire que quand tu voyages, ça devient de plus en plus compliqué de voyager. On te balance des mails, des listes de trucs à faire. Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que quelqu'un a mis quelque chose dans votre valise? Ça, c'est inclus. Voilà. Et ça, c'est important de trouver des réponses aux éventuelles questions, mais qu'on ne soit pas submergé d'informations. Et évidemment, après, il peut y avoir même des histoires de changement de billets et compagnie. Il faut aussi de l'IA. Bon, voilà. Donc ça, c'est effectivement, tu as raison de le signaler, une illustration de l'IA au CES. Ouais. Moi, ce qui m'a vraiment, vraiment le plus frappé, je pense que c'est l'annonce majeure de ce CES 2025. Qu'est-ce que c'est? C'est l'annonce de NVIDIA. Ah oui. C'est NVIDIA, géant mondial maintenant, enfin le géant de l'IA, c'est ils ont quoi, 92% du marché? Ouais, dans la ruée vers l'or de l'intelligence artificielle, c'est celui qui vend les pelles et les pioches. Donc c'est celui qui s'enrichit le plus. Ouais. Il vend les cartes graphiques, il vend les processeurs pour faire des calculs. Ils ont donc dévoilé leur nouvelle gamme de cartes graphiques GTX 50, basée sur une architecture, on ne va pas rentrer dans les détails, mais Blackwell, qui permet d'optimiser au maximum, de faire des cartes encore plus puissantes. Un monstre de puissance. Et surtout, le clou du spectacle, c'est ce petit PC qu'ils ont dévoilé, plus petit qu'un Mac mini, qui va coûter $3 000 et qui est un monstre de puissance, c'est un data center sur ton bureau, c'est monstrueux. Ouais. Ça, je t'entendais parler de ça à la télé chez François Sorel cette semaine, mais il y a un modèle qui est moins cher, qui est $599 et qui a autant de puissance. Je pense qu'il peut faire rouler une IA qui a 200 milliards de paramètres. Ouais. Donc, tu sais, c'est quelque chose, le Llama ou autre système comme ça pourrait très bien fonctionner. Mais ce que je trouve intéressant dans l'approche d'NVIDIA, c'est de permettre aux gens, des individus ou des entreprises, d'avoir sur un réseau interne de l'entreprise cette IA, cette intelligence artificielle générative qui va être sur la machine, qui va être branchée sur ton réseau sans jamais quitter le réseau de ton organisation. Tout à fait. Et ça, pour la conservation des données, pour la sécurité, c'est un enjeu qui, pour le moment, était rarement réglé. Bien là, on vient de trouver une solution. Puis avec la formule du $600, là, moi, j'ai bien l'impression qu'il y a bien des gens qui vont commencer à regarder de ce côté-là. D'autant plus que ça peut faire PC et qu'il y a peut-être des foyers, il y a une génération qui est de jeunes développeurs qui vont peut-être décider, plutôt qu'avoir un Mac, plutôt qu'avoir un PC, ils vont aller avec ça et ils vont l'utiliser. Comme ça. Et alors ça, ce serait un game changer total. Parce que NVIDIA, que par ailleurs on attend un peu comme concurrent de ARM dans l'univers Windows, en fait, eh bien, il prendrait une voie détournée pour arriver. Alors, et ça, là, c'est comme de passer dans le monde de la téléphonie, quand il y avait des régions qui étaient encore mal... Je pense des exemples en France ou même au Canada, des endroits qui étaient mal desservis par la téléphonie classique, et du jour au lendemain, ils viennent t'installer une antenne cellulaire. C'est ça. Wow, on vient de changer la partie. Mais c'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est exactement ça. C'est important comme ça. Non. Alors, ça veut pas dire... C'est pas des machines qu'on va acheter nous. Non, on est d'accord. Pas tout de suite. Mais c'est pour les développeurs, les chercheurs, des étudiants, des étudiants fortunés, on va dire des universités, des écoles, etc., des entreprises, bien sûr. C'est ton petit data center à toi, pour pas cher. Et ça sert à quoi? Ça sert à entraîner les modèles d'intelligence artificielle et ensuite à les faire fonctionner, puisque c'est toujours en 2 étapes, les LLM. Donc c'est vraiment un truc super important. J'en discutais un petit peu avec des gens qui sont des développeurs qui sont là-dedans. Ils disent en plus, avec ce qui est en train d'arriver, qui est les agents d'IA. C'est là où j'allais t'amener. Voilà, c'est ça, les agents d'IA, c'est-à-dire ces espèces d'IA encore plus puissantes qui pourront prendre la main sur nos ordis pour faire des choses à notre place. De véritables assistants qui vont accomplir des tâches très précises et routinières dans certains cas. Donc ça permettra de les entraîner. Voilà, je pense que c'est vraiment le truc. C'était la conférence la plus attendue. Oui, mais pendant qu'on est là-dedans, moi, est-ce que tu avais vu la présentation de LG? Cette année, là? Oui, cette année. Non, je ne l'ai pas vu, celle-là. Je sais que tu as été au kiosque, mais moi, j'ai été voir la présentation et je veux dire que c'était bien ce que j'ai vu, mais j'ai été un peu... C'est pour te dire comment on est rendu difficile. J'ai été un peu déçu par la latence de leur IA générative en mode de voix de synthèse. On est habitué maintenant à des temps de réponse qui sont vraiment là. Je pense à Gemini, je pense évidemment à ChatGPT en mode vocal. Là, on est dans la vitesse, le temps de réponse presque humain. Bien sûr. Avec le dernier ChatGPT, c'est incroyable. Et lors de la démo de LG, j'avais l'impression de voir une démo de Siri il y a 8 ans en disant « Oh oui, il fait beau aujourd'hui ».
Voici les réponses que j'ai trouvées sur le web. Oui, exactement. Oui, puis sinon, mais ça prenait un temps avant qu'ils répondent. Ouais. Et là, je me disais, mais ça va pas. Ça va pas. Dans la démo, ils se sont plantés en disant... Mais c'est des fabricants de télé. Oui, pour eux, c'est un nouvel univers. Oui, mais alors, quand même, ils ont des gros moyens, mais quand même. Il y a des trucs comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est leur vision de l'IA partout qui est avec nous 24 heures sur 24. Écoute, dans la présentation, tu vois même l'IA qui, au lever du parent, dit pendant la nuit, j'ai remarqué que le petit Jérôme faisait de la fièvre. Alors, tu ne crois pas si bien dire en ce moment, tiens. Non, mais justement, alors, permets-moi de... Oui. Non, j'ai pas de fièvre, mais... Mais donc, ils ont joué avec la température pour que ce soit plus agréable avec lui. Mais vous devriez peut-être regarder quand il va se réveiller, comment il va. Ouais. C'est vrai, il y a un petit côté presque intrusif de l'IA. Et j'avoue que pour que j'en parle, j'ai eu des petits frissons en disant je suis pas certain qu'il voulait dire tout ça dans cette présentation-là. Ça montre qu'il pense à très loin. Il a des frissons quand même quand il écoute des conférences. J'ai encore cette mais oui, mais je te comprends. Ouais. C'est un peu, on a encore, nous, malgré nos âges avancés, cette fraîcheur. On est très bon public. Il y a des trucs... parfois même un peu débiles qui nous émeuvent. Hein. Est-ce que tu penses? Je sais à quoi tu penses. Eva Cooling. Oui, vas-y, parle-moi d'Eva Cooling. Non, parce que ça, c'est sérieux, Eva Cooling. Parle-moi d'Eva Cooling. Moi, je pensais à ces petites peluches, là, ces machins. Ça, les repettes. Les repettes, oui. Les repettes. Ça, c'est intéressant. Tu vois, si j'avais à miser sur un cheval pour Noël 2025... C'est pas un cheval ou un chien ou un chat? Un robot. Moi, j'avoue que le repette, il est pas un bon gagnant. Ouais. Pourtant, c'est nul. Oui, on s'entend sur une petite boule poilue. Explique. Qui a des senseurs et qui, à la fois, reconnaît les gens qui sont devant lui, reconnaissent les mouvements de la main et puis apprennent des utilisateurs des comportements. Mais ça, je vais dire, écoute, je me souviens il y a 15 ans, 20 ans, je me souviens j'avais ramené ça du CES à la télé et tout le monde avait capoté à la télé. C'était un robot, un dinosaure qui était là, je me souviens plus comment il s'appelait, et je le flattais sur le plateau de télé et là, il se faisait... Il réagissait. Ah oui, donc ça existait déjà, ces trucs-là, bien sûr. Donc, mais là, on est en train de lui donner une personnalité, de développer un persona. Et puis, ils ont des looks un peu mignons, c'est des boules de poils, c'est comme les etc. petits toutous maintenant qu'on peut accrocher sur les sacs à main ou les sacs à dos, qui tournent le visage. On a l'impression que c'est des petits singes. Puis c'est la folie furieuse en Asie. Et là, ils essaient d'importer ça ici. Et ça va marcher parce que ça coûte pas cher. $70. Il y en a un, notamment les Kirumi, je crois, $70. Des peanuts, comme on dit. Et moi, ce qui me fait penser que ça va marcher aussi, j'ai envoyé sur les réseaux sociaux une petite vidéo, mais très courte. Le succès, toi. De ce truc-là, sans commentaire, sans rien. Mais j'ai jamais fait un score pareil. Je suis à près de 500 000 vues sur cette vidéo. Mais il n'y a rien. On voit juste des petits bidules. Et les gens sont là dans toutes les langues. Mais c'est quoi? Mais où est-ce qu'on l'achète? Etc. Donc ça va cartonner, c'est sûr. Mais il y a des choses plus sérieuses. Puis je voulais absolument mentionner le fait que je t'ai vu en hologramme. Je t'ai vu aussi en hologramme, c'est vrai, ça c'était sympa. Mais ça c'est assez fantastique. Oui, parce que ça fait 2 ans au moins que je le vois, le système, mais de vivre l'expérience holographique, là on est très près de ça. Là. C'est une boîte hollandaise qui fait ça. Et quand on dit hologramme, c'est-à-dire que on est debout devant un appareil photo connecté à un ordinateur, et à l'autre bout, éventuellement à des milliers de kilomètres, les gens sont face à une boîte. Alors, c'est un peu curieux, mais c'est ça. Mais pour le moment, c'est une boîte. Voilà, c'est ça. C'est une boîte et on a l'impression que la personne est dans la boîte. C'est comme une boîte téléphonique. Oui, une cabine téléphonique, c'est ça. Et en fait, ça apporte quoi? C'est de la visio plus. Parce qu'il y a la 3D, parce que vraiment, tu as un sentiment de présence extraordinaire. Et cette boîte néerlandaise, elle est en train de développer ça, notamment pour le secteur médical, pour faire de la téléconsultation et de manière avec un peu plus si tu veux, un peu plus d'humain. Parce que c'est vrai que la téléconsultation, t'es malade, t'es une personne âgée, et puis le seul rapport avec le médecin que t'as, c'est une petite fenêtre Zoom, c'est déprimant. Et là, t'as un peu plus d'empathie, on peut montrer des choses, on est à 2 doigts de pouvoir se toucher, et c'est assez impressionnant. Et on a nos vidéos sur les réseaux, faut aller voir. Mais non, moi je trouvais ça intéressant de finalement le voir. Puis on se dit, si c'est possible maintenant de cette façon-là, pense dans 1 an, 2 ans,
On va le voir. À la maison. Ben oui, exactement. Ouais. Mais tu as raison, ce truc-là, c'était... Enfin, il y avait eu Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui était apparu dans une présence comme ça. Mais parce qu'il y avait une ou deux boîtes qui faisaient ça, mais c'était très cher. Et là, ça se démocratise. Aussi pour faire de la communication interne dans les entreprises, etc. Ça aurait le président qui apparaît partout à travers le réseau. Non, il y a plein de bonnes choses. Moi, mon coup de cœur, écoute, il est beaucoup plus terre à terre. Mais alors vraiment, c'est le mot, c'est terre à terre. C'est un aspirateur. Ah ouais, mais pour les fainéants. Pour les vrais fainéants. Ouais. C'est un aspirateur robot. Les aspirateurs robots, c'est séduisant et en même temps, c'est très décevant. Parce que... Tu as un à la maison, toi? Oui, j'en ai un. Okay. Mais j'ai aussi... Mais est-ce qu'il fait aspirer? Est-ce qu'il lave ou il fait que aspirer? Non, il fait que aspirer. Okay. Et en plus, il est un peu vieux, le pauvre. Donc, il est un peu kakoshim. Il oublie, il voit pas tout, etc. Mais bref, non, mais c'est intéressant. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. Mais il y avait un gros problème avec les aspirateurs robots. Au début, il y avait les fils électriques ou les fils de tapis. Ça passait pas. Maintenant, c'est bon. Ils ont réglé ce problème-là et ça, ils le gèrent bien. Et l'étape d'après, c'était le truc qui traîne. La paire de chaussettes, le machin, etc. Et bien là, c'est l'aspirateur robot avec un bras robotique sur le dessus qui sort et qui va ramasser la chaussette et qui va la mettre dans un panier. Ouais. Bon, ça dit, s'il vient faire ça dans la chambre de ma fille, il va y passer la journée et je pense qu'il va vider ses batteries avant d'arriver au bout. Non, ça suffira pas. Mais c'est quand même déjà un premier pas. Ouais. C'est Roborock, c'est une grande marque chinoise d'aspirateur robot qui fait ça. Et tu me fais penser, quand j'ai publié un truc là-dessus cette semaine, il y a un lecteur qui m'a dit, mais il s'occupe aussi des chats qui l'attaquent en chemin. Non, les chats l'attaquent. Les chats adorent ça. T'as des chats qui montent sur l'aspirateur. Il y a des chats qui n'aiment pas. Moi, chez nous, j'ai 3 chats. Ils aiment pas. Et il y en a un des 3 qui attend de voir quand est-ce qu'il va pouvoir l'attaquer. Parce qu'il y a d'autres chats qui adorent ça. Ils se font promener dans toute la maison. Et s'ils sont trop gros, ils arrêtent l'appareil. Ouais. Et toi, tu as un autre coup de cœur? Notre rencontre en vrai. Oui, certes. Écoute, coup de cœur partagé, c'est certain. Non, mais encore. Pour moi, c'est important d'avoir cette possibilité de se rencontrer. Mais sinon, technologiquement parlant, je pense que, et ça va être générique, et ça fait la boucle avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de revoir comment les fabricants les plus sérieux ont regardé à intégrer l'intelligence artificielle. Ouais. Parce que moi, personnellement, j'aurais l'impression qu'il faudrait attendre encore 1 an. Oui, oui. Et là, je vois qu'ils ont vraiment parti de façon sérieusement. On s'entend. Il y en a que c'est que pour la boutique. Il y en a, c'est gadget. Moi, je trouve que le problème, c'est qu'il y a quand même même des constructeurs télé ou autres qui intègrent ça, mais c'est vraiment histoire de dire, bon, les mecs, on a l'IA, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire parler de nous? On met de l'IA. Et en fait, ça répond pas vraiment à un besoin, ou ça ne répond pas bien aux besoins, à la question posée, genre trouver facilement des films à regarder le soir chez soi, ça reste encore une tannée, il faut passer des heures à zapper dans tous les sens. Alors oui, la recommandation, elle n'est pas optimale, puis voilà. Non, puis sur la plupart des services maintenant, tu l'as, Amazon l'offre, Roku l'offre. Oui, tu l'as plateforme plateforme par plateforme, et c'est ça le vrai problème, c'est que tout est en silo. Et il faudra arriver à créer de la transversalité, mais on rentre dans des préoccupations commerciales qui sont insolubles, parce que chacun tire la couverture à soi. Ouais. Juste, moi j'ai encore un autre coup de cœur, si tu me permets. C'est la cuillère qui te donne l'impression de manger salé. Alors ça, fallait le faire, hein? C'est très malin, parce que vous savez qu'il ne faut pas mettre trop de sel dans les aliments, c'est pas bon pour la santé, mais quand on a l'habitude de manger salé, eh bien on abuse. Et bien là, c'est une cuillère qui va envoyer des petites décharges électriques, et comme on sait que quand on met une pile sur la langue, ça fait un petit goût un petit peu salé, eh bien ça simule l'équivalent du sel à chaque bouchée. Et donc ça évite de mettre du sel, mais on a quand même la satisfaction de manger un plat salé. C'est super malin. Tu vois, moi je trouve ça bien, mais j'ai quand même peur. Après, quand la première histoire d'électrocuter par sa cuillère. Exactement. Parce qu'il y a une décharge. Je pense qu'il faut pas la brancher. Il faut la manger. Il faut s'en servir quand elle est débranchée. Il faut débrancher. Non, puis après, c'est pas la panacée parce que il faut les recharger. À mon avis, ça ne doit pas passer au lave-vaisselle, etc. Mais quand même. Mais tu vois, tu parles de trucs comme ça. Puis on parlait d'intégration. Pour certains, ça fait gadget, mais je pense, et là, c'est pas un des grands joueurs. Probablement que l'année prochaine, c'est un des grands joueurs qui va le reprendre en faisant la question d'entreprise, dont j'oublie le nom d'ailleurs. Mais c'est de voir, il y a un fabricant qui est européen et qui a intégré l'intelligence artificielle pour évaluer et gérer le contenu des frigos. Et donc, lui, en temps réel, calcule la température et fait des spot checks sur les différents... Si tu as de la viande, pas vraiment si tu as des légumes, mais de la viande ou des choses qui pourraient être périssables dans ton frigo, et vérifie
la température de ces éléments-là. Ça existe déjà. Hein. Oui, non, à la température. Oui. Non, aujourd'hui, ils savent lire les dates de péremption pour non, certains, c'est ça. etc. Mais là, on parle vraiment d'être capable de voir. Okay. Et je parlais avec le responsable de cette entreprise-là et il me disait qu'on peut gagner entre 1 et 2 jours de prolongement de vie d'un produit. Ben ça, c'est pas banal. Aujourd'hui, quand on sait que tout coûte encore plus cher quand on va faire l'épicerie, si on peut conserver les produits un petit peu plus longtemps, c'est un exemple de l'utilisation intelligente. Intelligente de l'intelligence. Oui, c'est brillant. Ouais. Bon, Bruno, on pourrait y passer des heures, évidemment. Hein, donc, il faut aller écouter nos podcasts respectifs, voir ce qu'on a publié sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous suivre tout au long de l'année. On vous donne rendez-vous, vous l'avez compris, donc encore pour 2025 avec plein de programmes, plein de projets. Salut Bruno. Salut Jérôme. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Tous les ans, j'aime bien m'entretenir avec un représentant des géants de l'électronique. Et cette année, j'ai décidé de rencontrer un représentant d'un géant chinois, Hisense, une entreprise encore très peu connue au pays, mais qui domine le marché chinois du téléviseur et pas seulement. Alors voici mon échange avec Damien Neymar de Hisense. Hisense, c'est un nom qui fait de plus en plus parler parce que vous avez, en peu d'années, vous avez pris une place importante dans le marché des téléviseurs, mais aussi de différents appareils domestiques. Où se positionne aujourd'hui Hisense en 2025? Très bonne question, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le grand public ne nous connaît pas encore parfaitement. En fonction des pays, on a à peu près entre 30 et 50% de notoriété. Donc les gens, à peu près une personne sur deux nous connaît. Mais par contre, on a vraiment beaucoup grandi ces dernières années, notamment au sponsoring sportif. Et aujourd'hui, on est vraiment, nous, très fiers de dire que Hisense est numéro 1 au monde sur les téléviseurs de très grande taille, notamment les téléviseurs qui font 100 pouces et plus. Et on en voit énormément là aujourd'hui au CES. Et c'est vrai que c'est une étape très importante pour nous. On est aussi la marque qui a le plus progressé sur les produits premium, et ce qu'on appelle produits premium dans le marché de la télé, c'est principalement les téléviseurs QLED. Vous voulez m'en parler justement de ces téléviseurs-là? Oui, avec plaisir. Donc ce qu'on montre aujourd'hui au CES, on montre deux types de nouveautés. Tout d'abord des téléviseurs micro LED. Donc ce sont des téléviseurs qui ont des LED vraiment toutes petites, minuscules, et qui s'allument et qui s'éteignent indépendamment. C'est une technologie qui est assez peu abordable, il faut se dire la vérité aujourd'hui, mais sur laquelle il faut compter pour les années à venir. À titre d'exemple, aujourd'hui, le micro-LED sur le marché, c'est à peu près 1000 à 1500 $ le pouce. Donc là, typiquement, on va sortir en 2025 sur le marché un micro-LED de 136 pouces. Donc c'est des produits qui valent très cher. Hisense, on estime qu'on va pouvoir mettre sur le marché des micro-LED qui sont à peu près de 800 à 1000 € le pouce. Donc ça reste très cher, c'est quand même un produit à 130 000 €. Mais le message que je veux donner ici, c'est que année après année, la technologie va être de plus en plus accessible et il va falloir compter sur cette technologie-là pour le grand public pour les années à venir. Vous m'amenez à ma prochaine question. Aujourd'hui, au prix du pouce, là, qui est votre marché pour ce type de grand téléviseur? Oui, très bonne question. Le premier marché, c'est le B2B aujourd'hui. C'est clairement le B2B sur des installations vraiment spécifiques. Cependant, il y a un public connaisseur et qui a le budget, qui va souvent aussi se faire de l'intégration à domicile sur des salles dédiées, des intégrations très haute qualité avec du son haute fidélité, etc. Maintenant, c'est un public qui est très restreint aujourd'hui, hein. Il faut se dire les choses, surtout sur ce niveau de prix. Mais voilà. C'est une technologie qui est neuve, qui a 2-3 ans et qui arrive progressivement sur le grand public, même si aujourd'hui le plus gros du marché reste sur le B2B. Aujourd'hui, Hisense, principalement le marché des acheteurs de vos produits se retrouve où? Est-ce que c'est toujours en Asie? Alors, je vais répondre en deux temps. En Asie, oui, et plus particulièrement en Chine, parce que vous avez le nez creux. Hisense est leader en télé depuis maintenant 20 ans à peu près. Donc ce qui est sûr, c'est quand on est leader sur un marché comme le marché chinois d'1,4 milliard d'habitants, ça donne des capacités industrielles assez importantes. Mais cependant, ce qui est intéressant à noter, si on a une vision un petit peu plus globale et un petit peu plus internationale, il y a certains pays sur lesquels Hisense en télé est déjà leader. Je pense notamment au Japon, parce que je ne sais pas si vos auditeurs le savent, mais Toshiba, la marque Toshiba, appartient au groupe Hisense, notamment en Australie aussi, en Afrique du Sud. Donc il y a certains pays sur lesquels on est arrivé il y a un petit peu plus longtemps où Hisense est numéro 1. Maintenant, globalement, si on veut faire une très très grosse généralité, Hisense se situe entre la 2e et la 4e place du marché sur des différents pays. Et aujourd'hui, dans une industrie qui est fortement compétitive, qu'est-ce qui fait la différence d'un produit, d'une marque à l'autre? Il est où le différentiel? Ouais, c'est encore une fois une bonne question, c'est pas si simple d'y répondre.
il est vrai qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de différences de technologie. Nous, notre positionnement chez Hisense, c'est de se dire comment on va essayer de rendre cette technologie novatrice, la plus accessible au plus grand nombre de personnes possible. Donc typiquement, historiquement, quand vous avez des marques un peu plus anciennes, un peu plus historiques qui vont proposer des produits QLED, mini-LED à 2000, 3000 euros, chez Hisense, alors on va se concentrer sur cette technologie premium, on va plutôt aller essayer de cibler du 1000, 1500 euros. Ça reste de l'innovation, ça reste quand même des produits qu'il faut pouvoir s'offrir, mais cependant on va essayer de rendre cette technologie-là plus abordable. Et c'est d'ailleurs la même chose si on s'écarte un petit peu de la télé. Si je fais un écart typiquement sur les produits électroménagers comme les réfrigérateurs ou autres, aujourd'hui on va avoir des réfrigérateurs avec des écrans, des réfrigérateurs ou des lave-linges connectés. Tout ça, la technologie va être beaucoup plus accessible chez Hisense. On en parlait tout à l'heure, c'est aussi parce qu'on a une capacité de production qui est énorme vis-à-vis de notre outil industriel, qu'on est capable de fabriquer en Asie, sur le territoire américain, mais aussi en Europe. Et donc forcément, c'est aussi des coûts de production logistique qui sont optimisés au mieux. Chez Hisense, c'est quoi la porte d'entrée chez le consommateur? Est-ce qu'il commence avec une télé puis par la suite il s'en va dans l'électroménager? Est-ce que c'est l'inverse? Comment ça fonctionne? Ouais. Il y a très très peu de marques dans le monde qui sont comme Hisense, dont une marque coréenne que je citerai pas. Mais en fait, Hisense est une des rares marques à être aussi fort en électroménager qu'en produits électroniques grand public. Et très honnêtement, on est à peu près à 50% de chiffre d'affaires sur de l'électroménager, donc les produits de la cuisine, lave-linge, etc. Et sur des produits, ce qu'on appelle brins, donc les produits les téléviseurs, l'audio, etc. Cependant, je mets une nuance à ça. Dans l'électroménager, il y a une dizaine de catégories différentes, alors que sur les produits, ce qu'on appelle brins, il y a les téléviseurs, les lasers TV et l'audio. Donc en fait, les téléviseurs est notre catégorie principale, et ensuite viennent les réfrigérateurs. Mais en termes de poids, c'est aussi important chez Hisense de travailler l'électroménager que l'électronique grand public. Damien, en terminant, le CES, vous en tirez quoi? C'est quoi votre sentiment par rapport à cette étude? Beaucoup de fatigue. Le stand ne se vide pas. Non, on est très content. Ce qu'il faut comprendre, on en parlait en début de cet échange, c'est que Hisense, on a alors je suis un peu forcément orienté quand je dis ça, on a des très beaux produits. Je pense qu'on a des très bonnes technologies et les prix qui vont avec. Ce qui nous manque, c'est de se faire connaître. Et ce type d'événement, justement, sert à prouver. Je pense notamment à des produits très iconiques chez Hisense, comme les lasers TV, qui sont des produits incroyables, mais que au final les gens ont peut-être un peu plus de difficultés à voir parce qu'on va rarement chez des amis qui ont un laser TV à la maison. Et en fait, une fois que vous voyez ce produit-là, en fait, vous avez tout de suite envie de l'acheter et c'est une vraie alternative à la vidéoprojection au téléviseur. Et en fait, ce CES nous sert à ça. Ça allait démontrer notre savoir-faire. Et quand je vois le monde, je sais pas si le son ça va être bruyant autour, mais c'est vrai que c'est rempli. Et à chaque CES, on en ressort grandi et nous, on est super contents. Merci. Merci et à très bientôt. Si vous avez écouté l'édition pré-CES de Mon Carnet, vous vous souvenez sûrement de cette entrevue avec la PDG de Totum Tech, cette entreprise montréalaise qui a été invitée par les organisateurs du CES à venir présenter leurs produits. Curieux de savoir comment s'est passée son expérience, je me suis rendu à son kiosque pour prendre de ses nouvelles. Maria-Julia, bonjour, heureux de vous voir ici. Alors, le CES, comment ça marche? Comment ça va? Bonjour Bruno, ça se passe très bien, c'est très intense, mais c'est super comme une expérience. On a rencontré des personnes, tout le monde, des gens qui sont intéressés dans leurs produits, des gens qui ont même les Renault, qui ont dit qu'ils attendent avec impatience qu'on soit dans les marchés parce qu'ils sont intéressés dans notre produit. Donc, c'était une expérience pour la vie. Quand on s'est parlé la dernière fois, vous étiez en train de vous préparer, vous avez fait vos devoirs. Est-ce que l'expérience d'être ici avec votre produit qui est en développement, avec les attentes des gens, avec des gens curieux qui connaissent votre produit, mais là qui voulaient vous rencontrer, est-ce que l'expérience d'être présente ici au CES avec un kiosque, ça ressemble à ce que vous aviez en tête? Oui, effectivement, on s'attendait beaucoup exactement des personnes qui seraient venues pour nous donner non seulement démontrer leur intérêt, mais parler de ce qu'ils pensaient, donner leur feedback, leur rétroaction.
Donc, on a eu beaucoup des idées très intéressantes qu'on peut utiliser pour le développement, pour continuer le développement de notre produit. Donc, ça a été une expérience, c'est difficile de transmettre en mots comment ça a été super pour nous. Qu'est-ce que vous ramenez à Montréal? Je ramène beaucoup de contacts intéressants, d'expériences, de parler des personnes dans tout le monde, d'apprendre effectivement, ce sont des personnes qui ont besoin d'une solution comme la nôtre pour avoir une meilleure qualité de vie, une meilleure qualité de vie. Donc, je ramène toutes ces inspirations, tous ces feedbacks, tous les partages que les gens ont amenés à nous pour développer, continuer le développement de notre produit pour être un produit qui va véritablement transformer la vie des patients qui sont atteints de rénaux. Et vous le disiez, quand on se parlait la première fois, vous développez le produit pour aider les gens, mais en venant ici puis en rencontrant tous ces gens-là, est-ce que c'est pas encore plus concret de voir tout l'intérêt qu'il y a autour de votre produit et, vous le disiez, à travers la planète, pas seulement au Canada? Oui, en effet, on a rencontré des gens des États-Unis, de l'Europe et du Canada même qui sont venus ici pour nous parler. J'ai les rénaux, je connais quelqu'un qui a les rénaux. Donc, ça a effectivement démontré que c'est un besoin global, mondial, on va heureusement dans le futur attaquer toutes ces problématiques-là dans une échelle beaucoup plus large qu'on avait pensé au départ. Donc, vous allez repartir d'ici avec encore plus de vision, de grande vision pour votre produit? Oui, effectivement, ça nous a apporté l'assurance que nous avons besoin de comprendre que les besoins, c'est partout dans le monde. Donc, notre vision a été prouvée, que c'est effectif, que ça va aider les gens. Bientôt est venue une personne qui a montré quand même les mains qui étaient froides, les mains blanches. Et on a dit, oui, elle a dit, je vais sûrement m'inscrire dans notre liste d'attente pour chercher notre solution dans le futur. Donc, ça a effectivement nous assuré que nous sommes dans la belle voie. Bien, Maria-Julia, je vous laisse poursuivre votre CES. Je suis content de vous avoir vu, puis content de voir que vous ramenez tout ça à Montréal. C'est moi que je suis contente de vous voir en personne. Je suis contente aussi de tout ce qui se passe, de la visibilité, de l'approche, de la réception de notre solution. Avec votre aide et l'aide de toutes les personnes qui sont là pour faire un vrai succès de notre produit. Bien, merci à vous. Merci beaucoup. Croisé dans les couloirs du CES, Jay Machalani, un créateur de contenu, moi j'appellerais un chroniqueur sur les réseaux sociaux qui s'intéresse à la techno et qui fait notamment des vidéos qu'on peut voir sur les comptes de Best Buy. Voici notre discussion. Vous êtes un créateur de contenu au Québec, vous êtes associé avec Best Buy. Exactement. Vous créez du contenu pour vous et là vous arrivez au CES. Oui. Est-ce que c'est la première fois que vous venez au CES? Non, c'est ma troisième fois. Okay. Est-ce que vous voyez du changement par rapport aux autres éditions que vous avez déjà vues? On dirait qu'il y a un trend différent à chaque année. Donc, il y a 2 ans, c'était vraiment tout ce qui était le AR, le XR. Ensuite, ça a commencé à bouger vers juste les plus grosses télés. Ça a toujours été le cas. Puis là, cette année, ils aiment juste mettre du AI partout. Puis quand on visite le CES, mais qu'on a en tête de créer du contenu pour des gens qui s'intéressent aux produits électroniques, particulièrement aux téléviseurs, mais aussi à d'autres produits, comment vous parcourez le CES? Est-ce qu'il y a des choses que vous surveillez en particulier? Bien, la priorité, autant pour moi que pour Best Buy, c'est vraiment qu'est-ce qui est impressionnant. Donc, les gens connaissent des laptops, les gens, ils connaissent qu'il y a des nouveaux téléphones, mais c'est qu'est-ce qui est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu avant? Qu'est-ce qui est quelque chose qui va les épater? Qu'est-ce qui est quelque chose qui va les rendre excités de la technologie, puis qu'est-ce qui s'en vient? Donc, c'est vraiment ça le focus qu'on a avec Best Buy. C'est juste, qu'est-ce que tu vas montrer à quelqu'un qui va faire « Wow, OK, on s'en va vers là ». C'est vraiment le focus. Est-ce que vous avez vu des choses qui en voyez quand même, vous a fait dire « Wow ».
C'est une bonne question, mais l'intelligence artificielle, on le voit beaucoup comme l'assistant qu'on écrit à l'ordi. Mais un exemple, on a vu un peu plus loin Kubota qui ont vraiment un robot qui va se promener et avec l'intelligence artificielle, il va savoir exactement le nombre de pesticides à mettre sur quelle plante. Donc, c'est vraiment un bel usage, moins de pesticides, mieux pour les fermiers. Donc c'est le fun de voir comment des choses qu'on prend pour acquis peuvent être utilisées d'une façon qui est vraiment innovatrice. Et quand vous regardez cette édition, c'est parce que je vous parlais de ce que vous aviez comparativement aux années précédentes, mais 2025, vous avez l'impression que ça va être marqué par quoi, cette édition-ci? C'est une bonne question. Je pense que c'est une année où est-ce que on prend des innovations qu'il y a eu dans les dernières années et on les rend fonctionnelles dans des produits que les gens peuvent acheter. Donc, Lenovo avait montré un écran qui se pliait, mais là, c'est comme, ce laptop-là est un vrai produit et ça s'en vient. On voyait beaucoup de technologies de télévision. Là, c'est comme, ça va être un modèle que les gens peuvent acheter. Donc, je pense que cette année, on n'a pas autant de grosses innovations, mais on a des innovations qu'on a vues dans le passé qui deviennent des vrais produits que les gens peuvent aller acheter dans pas long. Finalement. Exactement, finalement, et de façon polie et belle. Alors, pour les gens qui vous entendent, s'ils veulent voir ce que vous êtes en train de produire, où ils vont? Ils peuvent aller sur Instagram, sur le Technofou, qui est mon compte Instagram à moi, et sinon sur l'Instagram de Best Buy Canada, où est-ce que les vidéos sont toutes mises. Bonne suite de CES. Merci beaucoup, vous aussi. Il y a un lecteur multimédia que j'utilise depuis vraiment longtemps, un genre de couteau suisse de l'audio et de la vidéo, et j'ai découvert cette semaine que c'était une idée française. Ma rencontre, je vous la présente avec Jean-Baptiste Kempf. Il est le président de l'association Vidéolan qui édite le logiciel VLC. J'aimerais que vous me parliez de VLC. C'est un géant depuis longtemps, mais je vais vous avouer, moi, ça fait 30 ans que je couvre la technologie et je ne savais pas que c'était français. D'où était venue à l'époque l'idée de créer VLC? En fait, VLC, c'est géré par une association Loi 1901 française, parce qu'à l'origine, c'est un projet étudiant de l'École Centrale Paris qui date de la fin des années 90 et qui est devenu open source en 2001. Et qui a d'abord été géré par des étudiants jusqu'en 2007, et puis à partir de 2007, par une association Loi 1901 française. Personne ne sait que c'est français, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que les gens l'utilisent parce que c'est bien et que c'est connu mondialement, et pas parce que c'est français. Et surtout, c'est une communauté assez internationale, avec beaucoup de Français, beaucoup d'Allemands, pas mal d'Anglais, d'Italiens, quelques Canadiens et quelques Américains principalement. Mais comment vous expliquez le fait que, parce qu'au fil des années, il y en a eu des lecteurs multimédia qui sont passés sur Internet, comment vous expliquez le fait que le vôtre perdure et fonctionne toujours très bien? Parce que justement on est open source, parce que c'est gratuit, parce que ça lit plus de formats que tout le monde et que c'est une communauté qui rajoute des fonctionnalités et qui sont des fonctionnalités au service des utilisateurs et pas juste des fonctionnalités pour du marketing, quoi. C'est-à-dire que c'est construit par des utilisateurs pour des utilisateurs et ça lit tout et il y a toujours des nouveaux formats, il y a toujours des choses à faire et on est toujours là et on va rester là pendant longtemps. Dans le passé, je ne pense pas vous avoir croisé ici. Pourquoi être là cette année? On était au CES en 2018 ou 2019. On a fait un CES. Et pourquoi revenir en 2025? Là, c'est assez rigolo. C'est ce qu'on présente. C'est on a du sous-titrage automatique et de la traduction de sous-titres automatiques faite en IA, mais surtout en local. C'est-à-dire que ça tourne sur l'ordinateur des gens. C'est complètement de l'IA open source. Et il n'y a pas besoin d'avoir un service en ligne qui est capable de le faire ça. Ça veut dire que ça fonctionne sur toutes les langues supportées, mais que quoi qu'il arrive, ça fonctionnera toujours. Et c'est une technologie qui a été développée par la communauté? En fait, c'est des technologies qui existent depuis longtemps, notamment une technologie qui s'appelle Whisper, qui sont du speech to text. Mais là, nous, on l'a intégré dans VLC pour que ça marche sur un ordinateur normal et que les gens normaux puissent l'utiliser sans avoir besoin d'utiliser un cloud provider pour le faire. Et donc, ça tourne sur une machine. Et techniquement, c'est quoi le défi d'arriver à faire fonctionner Whisper en local? En fait, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas juste Whisper, c'est qu'il faut être capable, donc déjà dans VLC, d'être capable de bufferiser pour que ça fonctionne en temps réel et pas juste pour des vidéos, puisque c'est fait en temps réel et c'est pas préprocessé. Le deuxième truc, c'est que c'est très difficile à faire fonctionner de l'inférence pour que ça marche sur les machines des humains normaux et pas dans un Docker avec CUDA, dans un cloud provider avec 50 gigas de téléchargement, avec des gens qui ont leur carte graphique
graphiques à eux, leur GPU Nvidia, Intel, AMD, sur leur carte graphique Mac. Et donc, en fait, c'est assez difficile à faire tourner en temps réel sur toutes les configurations, qui sont des configurations que nous, on maîtrise pas, parce que c'est les gens qui l'utilisent. Et ensuite, il y a une question aussi de modèles, et d'avoir des tailles de modèles qui sont respectables. On peut pas demander aux gens de télécharger 10, 20 gigas de modèles pour faire tourner et la génération sous-titres automatique, mais aussi la génération de traduction de sous-titres automatiques. Et en terminant, l'arrivée de cette fonctionnalité, c'était une demande des utilisateurs ou c'était une initiative? C'est un problème important que, évidemment, les Américains, les Français ne comprennent pas parce qu'ils sont habitués à avoir tout traduit, tout doublé. Mais il y a beaucoup de choses, en fait, beaucoup de langues. Déjà, si on est en italien ou en espagnol, on en a beaucoup moins, en fait. Et si on parle en slovaque ou en hindou, c'est des choses qui n'arrivent pas. Donc, vraiment, être capable d'avoir tout qui fait tourner dans tout type de langue, c'est un besoin utilisateur important. Et il y a plein de pays en fait qui ont jamais les sous-titres et on parle même pas du doublage. Et après, il y a plein de choses qui vont pouvoir arriver, genre du sous-titrage sourd et malentendant automatisé, etc. Et aujourd'hui, ça n'existe pas et il faut avoir des sous-titres, aller télécharger des sous-titres, c'est souvent pas les bons. Et surtout, là, ça marche même sur le live. Ben, je vous souhaite un bon CES et merci de le garder toujours aussi vivant. C'est vraiment un beau produit. Merci. Super, merci Bruno. Je suis tombé sur une entreprise française, je vous rassure, je me suis pas fait mal, qui travaille à rendre accessible à un plus grand nombre de gens un test pour savoir si on souffre d'apnée du sommeil. Voici ma conversation avec Sévry Bénisserie de l'entreprise Apnil. Vous avez développé Apnil. Qu'est-ce que c'est exactement comme application, comme service? Apnil, c'est une application qui permet de faire un examen du sommeil à la maison en utilisant son propre téléphone comme seul accessoire. Quand vous dites l'examen du sommeil, et avec le nom de l'application, c'est pour savoir si on fait de l'apnée du sommeil? Exactement. Donc on va étudier pendant la nuit s'il y a des événements qui sont caractéristiques de l'apnée du sommeil et ensuite vous donner une estimation de est-ce que vous êtes malade et à quel point vous êtes malade éventuellement. Mais là, ce qui est particulier avec votre offre, c'est qu'on en a déjà vu des tests. Dans le monde médical, ça existe. Mais là, vous avez décidé de développer une solution qui utilise ce que tout le monde a, c'est-à-dire un téléphone intelligent. Pourquoi prendre cette approche-là? Effectivement, parce que l'apnée du sommeil, ça touche énormément de gens. Aujourd'hui, ça représente 1 milliard de personnes dans le monde et il y en a plus de 80% qui ne sont pas diagnostiquées. Donc on a une problématique de santé publique importante. Je crois que c'est le 4e impact médico-économique dans le monde parce que l'apnée du sommeil déclenche d'autres pathologies comme le diabète, le cancer, l'hypertension, les accidents vasculo-cérébraux. Donc il y a énormément de problématiques de santé qui sont déclenchées par l'apnée du sommeil. Et aujourd'hui, c'est impossible de tester l'ensemble de la population avec les moyens de diagnostic du sommeil classique qui sont la polygraphie, la polysomnographie, qui nécessitent beaucoup de ressources et de temps médical. Voilà. Donc nous, on voulait construire une solution qui soit largement accessible, où finalement, toutes les personnes puissent avoir la chance de faire plusieurs fois dans leur vie, un examen du sommeil pour vérifier qu'ils n'ont pas un problème de santé là-dessus. Mais d'où vient cette prise de conscience de votre part? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui souffrait de l'apnée du sommeil? Oui, moi j'avais mon père qui faisait de l'apnée du sommeil. En fait, on connaît tous quelqu'un qui fait de l'apnée du sommeil. Et on connaît aussi la galère du parcours de diagnostic, les examens. Alors souvent, les examens du sommeil, on les fait sur une seule nuit. Et alors si on ne tombe pas sur la bonne nuit, voilà. Donc on peut avoir des résultats contradictoires. Je crois que mon père, il a dû faire 4 examens avant qu'on lui prescrive une machine. Et finalement, il en a fait encore un et on lui a enlevé la machine. Donc voilà, donc c'est vraiment un parcours du combattant. C'est compliqué et les gens n'ont pas le courage de se lancer. Et sans parler même du fait que les traitements sont assez contraignants aujourd'hui. Il faut dormir avec un masque la nuit. Donc c'est hyper important d'avoir un feedback, savoir est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ça? Est-ce que ça fait 1 an que je dors avec un masque? Est-ce qu'il faut que je continue à dormir avec ce masque? Donc le suivi du traitement et de l'efficacité du traitement est aussi un enjeu pour traiter efficacement la problématique. Là, vous êtes en demande de certification. Ça a été développé. Ça fait presque 4 ans que vous travaillez là-dessus. Donc, cet outil-là permet de... Ça va jusqu'où dans le diagnostic?
Alors, on a fait des études cliniques qui permettent de valider le niveau de performance, de précision de la solution. Donc là, pour ça, on a fait dormir des patients avec la polysomnographie et en même temps un téléphone. Et donc, ces patients, et ensuite on a comparé le diagnostic qui était apporté par les algorithmes de l'application et le diagnostic qui était fait par le centre médical. Et ça donne une très bonne corrélation. On a plus de 80% de corrélation sur l'indice d'apnée-hypopnée, qui est l'élément diagnostique entre ce qui est mesuré avec la polysomnographie et par le téléphone. Donc là, 9 fois sur 10, l'algorithme va dire que le patient est malade, c'est effectivement un patient qui est malade d'après la polysomnographie. Donc ça, c'est un niveau de précision qui est excellent et qui permet d'envisager vraiment un usage utile dans le parcours de soins. Et donc, du coup, on a, dans certains cas, on va être sur un examen de dépistage en amont d'un examen de diagnostic à l'hôpital pour les patients qui en ont besoin. Et dans d'autres cas, on pourra directement, à partir des résultats d'apnéal, envisager la mise en place d'un traitement. Quelqu'un qui nous écoute et qui est intéressé par votre application, qu'est-ce qu'il fait? Comment il vous rejoint, il vous suit? Alors aujourd'hui, à l'occasion du CES, on dévoile l'application et on a une première version bêta qui permet aux personnes de tester. Donc là, si vous êtes intéressé, il faut rejoindre notre site internet, demander un accès, on a une entrée Request Early Access et on reviendra vers vous pour vous donner un accès. Ben écoutez, merci pour l'invention, le service. J'ai l'impression que vous allez faire la différence pour des centaines, sinon des milliers de vies. Merci beaucoup. On a eu l'occasion de venir au Canada il y a quelques semaines et on a pu discuter effectivement avec les autorités de santé qui nous expliquaient qu'il y avait un mouvement d'amener le médecin au domicile des patients au Canada. Moi, j'ai vu des centres cliniques du sommeil qui expliquaient que les personnes faisaient 3 heures de voiture pour venir chercher leur matériel, 3 heures de voiture pour rentrer chez eux, et le lendemain matin, encore 3 heures de voiture pour ramener le matériel. Et donc, on pense vraiment pouvoir faire la différence, surtout dans des pays aussi étendus que le Canada. Alors, vous êtes vraiment dans la médecine moderne, dans le sens où vous amenez maintenant les possibilités de diagnostic à la maison. C'est tout à fait ça. Bien, merci, puis bon CES. Merci beaucoup. À bientôt. On reste dans le monde médical, mais cette fois, on va au Maroc, alors qu'un médecin veut lui aussi permettre à un plus grand nombre de femmes enceintes d'accéder à une échographie. Ma rencontre avec Dr Saad Slimani de Deep Echo. Je m'appelle Saad Slimani, je suis radiologue et j'ai cofondé la start-up Deep Echo. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire comme différence avec votre start-up? Notre but, c'est de réduire les taux de mortalité maternelle et fœtale, donc c'est un énorme sujet. Et en fait, il y a une solution qui permet de le faire, c'est l'échographie obstétricale, sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de médecins. Donc un peu partout dans le monde et principalement en Afrique dont je viens, donc je suis marocain. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est d'automatiser le skill du médecin et de le rendre accessible partout, tout le temps et virtuellement, gratuitement. Alors, comment on arrive à faciliter l'échographie? Ce qu'on fait, c'est que nous, on fait du software. Donc, on n'a pas de machine et en fait, c'est notre avantage. C'est que comme on ne fait pas de machine, on peut s'adapter à toutes les machines. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez être un étudiant en médecine ou un médecin et vous avez besoin d'aller plus vite. Notre solution va vous aider à faire votre biométrie. Bon, la biométrie fœtale, c'est un composant de l'échographie. À 40% plus vite. Enfin, la durée de l'échographie habituelle pour la biométrie, c'est 5 minutes. Nous, grâce à notre solution, on l'a réduit à 40 secondes environ. La biométrie, c'est donc une portion de l'échographie. On a d'autres solutions qui permettent à des opérateurs qui n'ont jamais touché l'échographie, vous par exemple, on peut vous apprendre en moins d'1 heure à scanner, sans forcément connaître l'anatomie fœtale évidemment, juste en vous montrant un protocole un peu standardisé, et nos modèles sont entraînés pour faire de l'analyse des images que vous auriez prises, et on prédit 10 facteurs, donc le nombre de fœtus, la position du placenta, le sexe du fœtus, si le cœur va bien, même si la femme enceinte a un problème comme la prééclampsie, qui est une maladie principale cause de mortalité maternelle au Canada et aux États-Unis, et le diabète gestationnel. Donc c'est un peu notre solution. Ouais. Et là, dans le développement de cette solution-là, où vous en êtes rendu? Nous, on en est à la phase de régulation, donc on est en train de parler à la FDA. Donc on a soumis notre demande à la FDA pour avoir ce qu'on appelle les 510K Pre-Market Approval. Et on est en discussion avec la FDA. On espère avoir le clearance d'ici la fin de mars, en principe. Donc c'est dans très peu de temps. Alors ça, ce serait pour d'avoir l'autorisation pour le marché américain. Ouais. Et puisque vous êtes aussi marocain, oui. Est-ce que le même processus est en marche aussi du côté du Maroc? Oui. Alors on a eu l'accord de la direction du médicament au Maroc, donc c'est celle qui s'occupe de ça. Donc on a déjà eu leur accord, on est déjà en train de déployer au Maroc et au Nigeria.
Et on est en train d'essayer de s'attaquer au marché américain parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de similarités, même si les gens ne le pensent pas, à cause ou grâce au système de santé américain. Il y a d'énormes disparités. Il y a des déserts médicaux aux États-Unis monstrueux et c'est le seul pays qui a vu une augmentation des taux de mortalité maternelle dans les dernières années. Donc on pense qu'il y a une opportunité pour régler ce problème qui est finalement similaire. C'est un problème global qui est extrêmement similaire au problème qu'on peut rencontrer en Afrique. Et puisque vous l'avez déjà déployé au Maroc et au Nigeria, c'est quoi le retour que vous recevez des spécialistes qui utilisent votre appareil? Les spécialistes sont très heureux de passer. Votre logiciel, pas votre appareil. En fait, on a 2 déploiements au Maroc principalement et au Nigeria. C'est un pour les médecins pour aller plus vite. Donc, au lieu de faire leur biométrie en allant chercher exactement le bon plan, c'est assez compliqué. On leur facilite la vie. Donc, ils font juste un petit sweep. Ils n'ont pas besoin de friser l'écran ou quoi que ce soit. Donc, ils sont contents que ça aille plus vite. Donc, on leur économise du temps et donc de l'argent. Et ce qu'on fait au Maroc également, c'est que le ministère a acheté des machines d'échographie, mais personne ne sait les utiliser. Donc ce qu'on fait, c'est comme je vous disais tout à l'heure, on entraîne des sages-femmes à réaliser le protocole en moins d'1 heure et on analyse les images qu'ils nous envoient, on leur donne des rapports. Donc les retours, c'est que de 1, les médecins sont contents d'aller plus vite et de 2, vous avez des zones qui n'étaient pas, des grossesses qui n'étaient pas médicalisées qui deviennent médicalisées grâce à la solution. Pour un spécialiste de la santé comme vous, ça doit être valorisant de savoir que vous êtes en train de changer la vie de milliers, pour pas dire de millions plus tard, de familles. C'est complètement le but quand on fait médecine en général. Après, beaucoup de médecins se rendent compte que c'est compliqué parce que au jour le jour, on a affaire à des patients. On a l'impression de verser de l'eau dans du sable quelque part ou d'un coup d'épée dans l'eau parce que oui, on fait un impact, donc on aide des gens. Mais il faut refaire la même chose tous les jours, un peu comme Sisyphe, quoi. Et du coup, le but, dans ma réflexion à moi personnelle, mon cheminement personnel, c'est au lieu de traiter patient par patient, passer ma vie à faire ça, ce qui est extrêmement gratifiant, pourquoi ne pas aider des milliers, comme vous dites, ou des millions de personnes en changeant la technologie et les process derrière la santé. C'est complètement mon approche par rapport à la chose, oui. Et pour des gens qui voudraient suivre ou avoir plus d'informations concernant Deep Echo, comment on vous suit, où on vous trouve? On a un site internet, donc c'est Deep Echo, comme ça s'entend, quoi. Deep en anglais et Echo comme échographie, attaché.io. Donc c'est notre site internet, et sinon sur LinkedIn. En terminant, vous êtes au CES. Qu'est-ce que vous pensez retirer de votre présence ici? Alors, énormément de rencontres. Ça nous permet d'avoir une espèce de bird view, donc de vue d'oiseau, je sais pas, vision d'aigle, de ce qui se passe dans la santé et dans les dernières technologies. Donc ça, c'est extrêmement important pour se tenir à jour. Et deuxièmement, c'est de la rencontre. J'ai rencontré beaucoup d'investisseurs, des clients potentiels. Donc c'est en quelques jours, on avance plus vite qu'on aurait avancé en quelques mois, quoi, si on avait fait... on avait juste envoyé des emails ou cherché des gens comme ça. Une opération rentable. C'est ça, ouais, complètement rentable. Oui. Merci pour votre travail et puis merci de changer la vie de millions de gens. Merci. Merci à vous, merci. Du Maroc, on passe en Italie où des gens tentent de trouver une façon plus responsable de construire des centres de données et plus particulièrement des systèmes de refroidissement pour les serveurs qui ne consomment pas d'eau potable pour les refroidir. Les explications de Marco Brembati de In4 SRL. J'aimerais que vous me présentiez ce que j'ai devant les yeux, c'est-à-dire c'est un système de refroidissement pour serveur, pour ordinateur? Pour serveur, pour électronique de puissance. Essentiellement, nous arrivons à enlever une grande quantité de chaleur d'une petite surface. Nous rejoignons ce but en exploitant l'évaporation d'un fluide. Donc au lieu de chauffer de l'eau, qui est le refroidissement liquide conventionnel, nous transformons de phase, nous vaporisons un liquide. Donc nous avons besoin d'une quantité de liquide bien inférieure. Et l'avantage que nous avons en phase de refroidissement qui nous permet d'enlever beaucoup plus de chaleur par unité de surface, nous le retrouvons aussi dans la phase de condensation. Donc nous arrivons à faire fonctionner notre machine dans un environnement plus chaud. Alors ceci est très important par exemple pour des systèmes qui travaillent dans des endroits où il y a beaucoup de chaleur, dans le désert ou je ne sais pas. Mais là, je le vois sur un appareil, mais est-ce qu'on peut penser qu'un centre de données, oui. Quand on parle des farms, là, oui. Ah oui? Nous avons déjà installé ce système, même en France d'ailleurs, chez un grand producteur de serveurs. Et
Et donc nous arrivons à refroidir même des serveurs et des armoires, des racks de serveurs. Et donc avec ça, vous arrivez avec une solution qui est environnementalement responsable, parce que c'est pas de l'eau, c'est pas de l'eau potable que vous avez là-dedans. Non, ce n'est pas de l'eau et disons ça permet de réduire la consommation d'eau et même d'utiliser l'air là où il y a il y a un besoin d'une grande quantité d'eau pour refroidir. Et ceci grâce aux températures de condensation qui sont un peu différentes par rapport à ce qu'on utilise avec l'eau et glycol, qui disons est la solution la plus diffusée, la plus utilisée dans les centres. Mais qui aujourd'hui est la solution la plus problématique parce qu'on enlève de l'eau aux humains pour faire fonctionner les machines. Exactement. Qui sont vos clients? Nous sommes une petite société pour l'instant. Nous avons très peu de clients. Nos ingénieurs, nous sommes une douzaine de personnes, parmi lesquelles j'ai compté aussi les externes. Et nous provenons de Enea, qui est, un centre de recherche italien sur les énergies alternatives. Et pour l'instant, nous avons que quelques clients et nous cherchons des distributeurs aux États-Unis, et tandis qu'en Italie, nous avons très peu de clients en ce moment. Des gens qui seraient intéressés par votre technologie, votre approche, comment ils peuvent vous contacter? Comment ils peuvent suivre le développement de votre produit? Nous avons un site web, evacooling.com, et là, nous allons publier au fur et à mesure que nous avancerons même des formulaires pour pouvoir accéder par exemple à cet ordinateur, à cette workstation qui est absolument configurable. Pour l'instant, nous avons une configuration qui est celle-ci que vous voyez avec 4 fiches vidéo NVIDIA 4090, naturellement. Une belle machine. Une belle machine, oui, elle a une puissance environ de 2500 watts et que nous pouvons refroidir aisément avec notre système. Est-ce qu'on peut dire que le marché pour lequel vous développez ce type d'appareillage, c'est d'abord et avant tout les centres de données, ou est-ce qu'idéalement, des entreprises pourraient, à l'interne, avoir ce type d'installation? Alors, les entreprises pourraient être intéressées à avoir ce genre de machine en interne pour avoir, de l'intelligence artificielle sans devoir mettre les propres données à l'extérieur. Ce qui est un problème naturellement de privacy pour beaucoup d'entreprises. Nous sommes aussi en train de travailler sur le marché des serveurs et des data centers pour avoir des armoires qui sont déjà équipées avec notre solution et dans lesquelles on va installer certains serveurs qui ont une puissance bien plus élevée que cette machine, naturellement. Grazie a lei e buon CES. Grazie a voi et buon proseguimento. Je vous propose maintenant d'entendre les propos de Stéphane Hersant de SkyTED, qui a une véritable obsession pour trouver un moyen de permettre aux passagers de train ou d'avion de tenir des conversations téléphoniques ou des vidéoconférences, mais dans le respect de leurs voisins de cabine ou de wagon. Et là, je viens vous voir et vous avez un beau micro avec des oreillettes sur la tête. Qu'est-ce que c'est, ce nouveau produit? Alors, on est le leader mondial des appels silencieux. Moi, je suis un ancien VP d'Airbus et il y a une compagnie aérienne qui m'a posé la question quand j'étais chez Airbus. Trouve-moi un moyen pour que 300 passagers fassent un appel en même temps sans qu'ils se battent. Parce que c'est ce qui se passe. Si j'appelle pendant 8 heures sur un Paris-Montréal, au bout d'un moment, vous allez me dire, monsieur, je veux dormir, moi j'ai du boulot. Et ça va pas, on peut pas. Que ce soit dans le train, dans un avion, dans un Uber, dans un Starbucks, dans n'importe quel endroit, on a besoin d'avoir des fois un peu d'une bulle de son, et nous on l'a créé. C'est-à-dire que cet appareil-là, par l'IA, va récupérer ma voix en parlant vraiment très très faiblement. Là je vais parler, voilà. Là je vais parler ce qu'on appelle en ultra-low-voice. Ça va à peine être audible pour les... Et là, pour dire, moi, je suis devant vous, voilà. Et là, il y a énormément de bruit. J'entends pas, mais je suis persuadé que vous avez dit quelque chose. Donc là, j'ai parlé vraiment, en parlant vraiment ce qu'on appelle en ultra low voice. C'est au-dessus du chuchotement. Et ça va me permettre, moi, de parler à mon interlocuteur, qui, lui, va m'entendre très bien. Notre voix va être corrigée. On va la renvoyer par AI au bon niveau dans Teams, dans WhatsApp, par le GSM. Et ce qui va faire que mon interlocuteur va m'entendre, mais pas mon voisin. C'est-à-dire que Bruno, qui est en face de moi, il va pouvoir dormir ou il va pouvoir faire ce qu'il a à faire sans entendre mes problèmes personnels ou de boulot ou sans venir faire de l'espionnage industriel.
Donc voilà, c'est le premier appareil qui permet d'avoir une bulle de son qui ne dépasse pas vos épaules. Et le retour que vous avez dans les oreilles, essentiellement, lui, il n'est pas traité. C'est le retour qu'il reçoit dans l'interlocuteur qui me répond et que j'entends et que j'ai dans l'oreille, bien sûr, pour permettre de l'avoir à tout moment, quoi. Voilà. Dans le traitement du son comme ça, il est où le défi? Le défi, il est d'avoir un calculateur très puissant avec une toute petite batterie. Parce qu'en fait, il va juste là. Tout le calculateur est là et la batterie est là. Parce que je peux avoir beaucoup plus donc, de calculateurs. Donc l'anneau qui relie les deux. Le problème, il est que vous pouvez avoir énormément du cloud, des centaines de millions, des denoisers, tout le traite, mais vous allez avoir déjà une latence qui est énorme. Et dans le train, je suis tout embarqué, moi. Dans le train, je suis tout seul. Déjà, j'ai du mal à avoir de la connexion extérieure. Donc là, ça va être un vrai problème pour l'avoir. Et donc, votre clientèle, idéalement, ce serait qui? C'est la clientèle d'affaires qui a des données confidentielles, qui est dans un Uber, dans un taxi, qui va dans un restaurant, qui va dans différents endroits et qui va avoir à tout moment envie d'avoir un appel silencieux sécurisé, quoi. Voilà, c'est la clientèle des PDG, de tous les gens qui sont en business class. Je ne veux pas déranger, j'ai une éducation. Et en même temps, quand je parle avec quelqu'un, comme m'a dit un PDG l'autre jour qui est milliardaire, m'a dit quand je parle, tout le monde écoute. Mais même quand je parle à mon vétérinaire de mon chien, ça intéresse les gens. Donc, mais non, mais c'est vrai, vous vous dites, il est très important de quoi il parle. C'est pas l'intérêt, voilà, c'est pas un enfant de 4 ans ou 10 ans qui parle au téléphone. C'est des gens, plus les gens sont enlevés, plus on les écoute. Et ils sont obligés de se mettre dans des bureaux fermés en tout moment. Et la voix, l'expression, le fait de parler fort ou de parler faible, il y a aussi un volet culturel là-dedans. Avez-vous l'impression qu'il y a des marchés qui vont être plus en attente par rapport à ça? Oui, il y a des pays, quand je vais en Chine, ça dérange personne que j'ouvre mon ordinateur et que je fasse un appel avec mon ordinateur en train de hurler dans le téléphone, parce que mon voisin, il a hurlé pendant un quart d'heure. Il y a des pays où il y a des chocs culturels où ça pose pas de problème. Des pays comme les pays scandinaves, comme la France, comme le Canada, il y a une certaine étiquette à ne pas parler fort. On voit votre éducation à ne pas parler fort. Et il y a des pays comme les Italiens où on peut parler un peu la combinaison. Mon ex est italienne, donc je peux vous en parler. Quand ça parle, ça parle. Et quand c'est pas content, ça le dit très fort. Voilà. Et donc ça, je vais être capable, nous, de le gérer, mais surtout de permettre à n'importe qui de faire un appel silencieux et confidentiel dans n'importe quel instant. Alors, un appareil comme le vôtre, moi, je l'ai vu en démonstration. Ça va être disponible à partir de quel moment sur le marché? Dès le mois de mars, là. On le lance sur Indiegogo. Les gens peuvent aller sur indiegogo.com, l'acheter et il va être livré à partir du mois de mars. Là, on est en phase de fabrication. On a mis 1 an à le mettre au point. Avant, on avait un masque qui était une solution du Covid, parce que c'est ce qu'on avait. Moi, j'ai quitté Airbus là-dessus en me disant, la seule façon, c'est de mettre un masque. On a dit, dans un avion, si les gens parlent pas trop fort, ça dérange pas. Donc ça, c'est un produit qui s'appelle le 320. 320 km/h comme le TGV en France, ou 320 comme l'Airbus à 320. Voilà, donc vous êtes dans un environnement bruyant, de haute densité, avec quelqu'un qui vous touche l'épaule, et vous allez démarrer un call en disant n'importe quoi sur la personne qui est à côté de vous, en disant je suis assis d'une personne, sans qu'elle entende de ça. C'est pour vous donner le degré de confiance. L'autre jour, j'ai fait un Montréal-Los Angeles, toute la journée, j'avais 5 heures, j'aurais pu passer des calls dans l'avion. Aujourd'hui, c'est interdit puisque les gens, il n'y a pas ce système, et une fois qu'on est en train de le faire, on est en train de travailler avec les autorités, la FAA, pour l'autoriser à bord des avions. Puisque maintenant, justement, j'ai une bulle de son et qui va nous permettre d'avoir un point très, très confidentiel. Donc l'appareil est dispo aujourd'hui. On cherche des investisseurs aussi au Canada. Donc là, on est en train de lever pour 600 000 euros, ça fait à peu près 700 000 $ de capitaux. Parce qu'on veut être le leader mondial et on va travailler sur une app qui arrivera bientôt au Canada, qui s'appelle Trainways, qui va vous permettre de savoir où il y a la connectivité ou pas pendant votre chemin en train. Donc vous saurez quand de tel endroit, vous recevez une invitation qui va vous dire si vous voulez appeler, là c'est le bon moment, en fonction de votre opérateur. On est en train de le faire en France et on le créera au Canada dans les années qui viennent. Au nom des usagers du train au Canada, merci beaucoup. Et puis entre-temps, au nom de tous les autres qui veulent avoir des conversations dans les transports ou des endroits publics. La sérénité, comme on dit en France, avec la SNCF, la Société nationale des chemins de fer, c'est la sérénité qui cherche, et que moi je peux bosser, mais je dérange pas les autres et les autres peuvent se reposer. C'est ce qui est demandé aujourd'hui et c'est avec ça qu'on est capable de le faire aujourd'hui. On a le produit, on a la techno, on est les premiers à le faire, tout est breveté. On a énormément de demandes de grandes compagnies de train, donc c'est ce qu'on cherche aussi au Canada. Et l'idée, c'est que demain, tout le monde puisse travailler, se reposer et qu'il n'y ait pas de problème en fait de bulle de son. Ça ne dépasse pas mon siège. Le siège est à moi quelque part et je ne dérange personne. On peut être 50 à faire, vous en tant que journaliste, faire votre interview et puis moi d'appeler quelqu'un d'autre sans que nos conversations se croisent.
Ben, je vous remercie beaucoup. Et puis, on va suivre ça sur Indiegogo. Merci. Merci. À très bientôt. Au fil de mon arpentage des couloirs de l'exposition, je suis tombé, et encore là, je me suis pas fait mal, aussi sur une entreprise qui veut rendre ludique les visites et les découvertes de nouveaux lieux. Je vous présente mon échange avec Guillaume Mazurage de Cryptor Studio. Guillaume Mazurage, vous êtes de Cryptor Studio. Qu'est-ce que vous venez présenter au CES? On présente Cryptors in the City. C'est notre jeune société qui est au service du patrimoine et qui utilise les codes du jeu vidéo, du street art et de l'intelligence artificielle pour faire parler les grandes figures et les localités et le patrimoine. Alors, le but ultime, c'est d'animer une municipalité, un lieu, ou c'est de divertir les gens avec une application? C'est les deux. En fait, c'est véritablement les deux. Le but, c'est de gamifier le panneau d'information, si vous me permettez de dire ça comme ça. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir du grand texte, vous capturez un personnage au coin de la rue. Ce personnage a un lien avec la rue ou le lieu où il se trouve. Quand vous dites que vous capturez la personne, comment vous le faites? Comment ça se passe pour l'utilisateur? On dissimule ou on cache dans les villes des œuvres de street art en pixel art. Donc, on utilise les codes graphiques du jeu. Et on représente ces figures et on les cache donc dans les lieux. Et le but, c'est de les capturer. Et quand vous les attrapez, là, ce personnage, qui est une œuvre solide, mais ce personnage, à travers l'application, vous parle et vous raconte son savoir. Qui sont vos clients? Est-ce que ce sont des municipalités, des offices de tourisme ou des organisations? Nos clients sont les municipalités, les offices du tourisme, tous les lieux, en fait, qui ont une histoire à partager. Ça peut être un privé qui possède un château, ça peut être une grande ville, ça peut être un petit village, ça peut être un lieu-dit. Vous avez même certaines régions qui ont un personnage illustre mais qui est connu uniquement de la localité. On n'a pas besoin de présenter George Washington ou Jacques Cartier. On peut aussi avoir un personnage qui a une histoire locale à partager, tout simplement. Donc nos clients sont presque tout le monde, toute personne qui a une histoire locale à raconter. Et je présume que vous avez déjà bêta-testé, que vous avez déjà des gens avec qui vous travaillez. C'est quoi le retour sur l'expérience? Qu'est-ce que vous recevez comme commentaires des gens qui tentent l'utilisation? Alors nous sommes installés en France, à Deauville, à Cabourg et au château de Cheverny, et les retours, ils sont positifs, ça c'est sûr. Ce sont des retours de famille, en fait, très souvent, qui le font avec enfants et parents ou en groupe, parce que ce sont des œuvres qui attirent le regard, donc il y a des codes graphiques jeunes, mais ça se fait en famille. C'est très Minecraft. Oui, absolument. Mais le but véritablement est d'attirer le regard et de changer l'interaction que l'on peut avoir avec l'histoire. Donc le but est de le faire en famille. Donc les retours sont joyeux parce que c'est un moment qu'on partage ensemble. Souvent les parents prêtent le téléphone aux enfants et là, j'ai attrapé ce personnage. Ah, il m'a dit ça. Tiens, papa ou maman, il me pose cette question, je sais pas. Donc les retours sont plutôt positifs, même dithyrambiques, parce que c'est un moment d'humour, ce sont des interactions courtes. C'est pas long, c'est pas académique, mais tout ce que l'on raconte est vrai. Et c'est ce que j'allais vous demander, parce que je comprends que vous avez la technologie, que vous arrivez à reproduire des œuvres qui vont être placées dans des endroits stratégiques, mais au niveau de l'éditorial, c'est vos clients ou vous avez une équipe de chercheurs, d'historiens qui sont là aussi pour appuyer le contenu éditorial de l'expérience? Au niveau éditorial, on a les deux. On a un savoir qui nous est fourni par nos clients et on leur demande systématiquement pour être sûr qu'on soit raccord avec ce qu'ils veulent raconter. Et nous, on fait nos recherches, on travaille avec des historiens et des scénaristes pour mettre en forme dans le dialogue un discours de la part de nos personnages qui soit accessible et intelligible. Ce que Shakespeare appelait le storytelling. Precisely, yes. Le storytelling, c'est important. L'histoire, c'est quelque chose qui se raconte, mais il ne faut pas que ce soit distanciel du joueur, il faut que ce soit accessible, il faut que ce soit simple, il faut que ça ait un langage qui soit l'actualité, qui parle à quelqu'un de 10 ans comme à quelqu'un de 75 ou 80 ans. Donc tout ce que l'on raconte est authentique, ça repose sur le savoir académique, nos recherches, le savoir qui est fourni par les villes, au même titre que nos personnages. Quand vous les débloquez, vous débloquez leur intelligence artificielle. Cette IA, elle n'utilise pas n'importe quoi sur Internet. C'est une IA qui est fournie et nourrie uniquement avec le savoir académique que l'on a, ce qui fait qu'elle n'invente rien du tout. Elle est très cloisonnée et sa personnalité est propre au personnage. Qu'est-ce que vous espérez en venant au CES comme ça, présenter votre service, votre produit? Alors en venant au CES, on espère beaucoup de choses. Mais on est une jeune société d'abord, qui est publique depuis 6 mois et qui est installée dans 3 grandes villes en France et dans un château, le château de Cheverny, c'est le fameux château de Tintin, si je puis me permettre de le dire. On espère 3 choses. D'abord, c'est un premier pas aux États-Unis, donc on essaye aujourd'hui, on a des touches en Suisse et en Belgique, mais on franchit les frontières et on traverse l'Atlantique, donc on se présente au public international ici.
Ensuite, nous allons faire une levée de fonds au printemps, donc on est aussi ici pour parler de ça, de notre développement. Et ensuite, on est ici pour faire tester, tout simplement. Ben écoutez, je vous remercie pour la présentation. Je vous souhaite un bon CES et qui sait, peut-être que bientôt on pourra vivre cette expérience-là au Canada. Ben, je l'espère au Canada très prochainement. Merci beaucoup Bruno, c'est un plaisir, vraiment. Depuis quelques années, je voyais une entreprise française venir au CES présenter un tout petit lave-vaisselle, presque un lave-vaisselle pour une personne, le genre de truc qu'on pourrait mettre dans un campeur, par exemple. Cette année, la même entreprise est de retour pour présenter un four, un petit four, qui est en quelque sorte 5 fours en un. Voici Romain Lemans de Fantastic Oven. Bonjour. Oui, bonjour. C'est pas la première fois que je vous vois. D'ailleurs, ça fait quelques années que vous êtes présent au CES avec l'évolution de Bob, qui a été la grande vedette à un moment donné. Oui. Puis là, maintenant, Joe qui vient se joindre à la famille. Exactement. Qu'est-ce qui vous ramène année après année ici au CES dans le cadre de Eureka Park? Déjà, bon, ça faisait... La dernière fois qu'on est venu au CES, c'était en 2023. Donc on s'est absenté l'année dernière. On est revenu cette année parce qu'on a une nouveauté à présenter qui est Joe. Donc ça ne servait à rien de revenir tous les ans avec seulement le lave-vaisselle Bob. Donc là, cette année, on est venu avec une version aboutie de Joe qui sortira en Europe cette année, vers la fin de l'année, et qui sera prête pour le marché nord-américain en 2026. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce Joe? Alors, sa particularité, c'est d'avoir 5 technologies combinées dans un seul four qui est très compact. Donc vous avez la cuisson convection, donc chaleur tournante, c'est quelque chose d'assez classique. Vous avez le grill toaster. Vous avez aussi le micro-ondes. Vous avez la vapeur, donc steamer. Et aussi le air fryer, la friture à l'air. Et donc c'est le seul au monde qui possède toutes ces technologies dans un appareil aussi compact. D'ailleurs, on a des brevets, un brevet mondial sur ces technologies-là. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée de tout ramener ça dans un seul et même appareil? Eh bien, c'est parce que nous, notre logique en tant que fabricant, c'est de fabriquer des appareils qui soient peu encombrants, qui prennent peu de place, parce que de nos jours, quel que soit le pays, même en Amérique du Nord, les logements sont de plus en plus étroits, de plus en plus petits, et les familles, les foyers sont de moins en moins nombreux. On fait de moins en moins d'enfants, donc on n'a plus besoin d'appareils conventionnels standards qui ont des tailles énormes et qui en plus consomment énormément d'électricité et qui prennent beaucoup de place. Par exemple, vous avez un énorme boom des tiny houses en Amérique du Nord. Moi j'en ai visité et ils mettent des énormes lave-vaisselle alors que c'est prévu pour 2 personnes. Or, quand on est 2 personnes, un énorme lave-vaisselle, on n'en a pas d'usage, ça sert à rien. Donc nous, on vise ce type de personnes-là qui vont pouvoir gagner énormément d'espace au lieu d'avoir un grille-pain, un four à vapeur, un four micro-ondes, un four traditionnel. Eh ben non, ils auront juste Joe, qui en plus, il a l'air petit comme ça, mais la cavité elle est assez grande et permet de cuire par exemple 2 pizzas en même temps, des grandes tartes ou même des poulets fermiers de plus de 2 kilos. Est-ce qu'aujourd'hui, le prix est annoncé pour Joe? Oui, alors sur le marché nord-américain, on estime qu'il sera autour de $1,200 américains. Et en Europe, il sera un peu moins cher, il va sortir à la fin de l'année. Alors les gens qui sont intéressés à avoir plus d'informations concernant ce Joe, oui. Où ils vont? Alors bien sûr, ils peuvent venir sur notre site dan.tech. Et sinon, pour le marché nord-américain, pour l'instant, on a commencé très récemment avec un partenaire à proposer Bob. C'est bobusa.co. Et en communiquant avec ce distributeur-là, on peut avoir des informations. Est-ce qu'on peut penser qu'il sera disponible au Canada bientôt? Alors, espérons qu'il sera disponible en 2026. Parce que d'abord, on va le sortir à la fin de l'année en Europe et on va attendre un petit peu pour bien l'adapter au Canada. Et effectivement, après, ça ne dépend pas que de nous, ça dépend d'un partenaire éventuel. Puisque, nous sommes un fabricant, nous avons une usine en France. Nous n'avons pas vocation à distribuer au Canada. Et le B2C, c'est pas votre domaine? Alors, B2C, c'est notre domaine en Europe. En Europe, on fait, mais en Amérique du Nord, on ne peut pas faire de B2C, effectivement. En terminant, qu'est-ce que vous avez retenu de votre participation au CES 2023 à l'époque? Eh bien, ce qu'on a retenu, plusieurs choses. D'abord, ça nous a permis de rencontrer des clients, des gens d'ailleurs qui vont venir nous voir à cette occasion. Et puis aussi, on a attiré l'attention notamment du ministre de l'économie du Japon à l'époque, qui est venu nous visiter
et qui était très intrigué. Il nous a accordé beaucoup de temps. Donc on a eu aussi une jolie couverture médiatique liée à ça. Et puis ça nous a donné envie de revenir cette année, mais présenter un nouveau produit. Normalement, bon CES. Merci beaucoup. Merci d'être de retour. Merci beaucoup Bruno d'être passé nous voir. Alors voilà, c'est sur cette entrevue de Fourneau que j'arrête mon tour du CES. J'aurai d'autres entreprises à vous présenter au cours des prochains jours sur moncarnet.com. Écoutez, il y en avait 4300 qui étaient présentes, enfin, qui avaient des kiosques, mais il y en avait beaucoup plus qui étaient en ville pour ça. Alors, vous voyez, hein, c'est un petit échantillonnage, mais ça vous donne une idée de ce à quoi se ferait ressembler. Alors, entre-temps, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. On se retrouve vendredi prochain pour une édition régulière de Mon Carnet. Je vous dis au revoir de Las Vegas. Bye. Si vous désirez suivre l'actualité numérique au quotidien, vous devez vous abonner gratuitement au podcast 120 secondes de tech, animé par Bruno Guglielminetti. Dans chaque édition, un résumé de l'actualité numérique du jour en moins de 120 secondes. Pour découvrir 120 secondes de tech, visitez moncarnet.com ou visitez Apple Podcast, Spotify ou YouTube et cherchez 120 secondes de tech.